Le ciment armé ne donne rien de beau. Ce n'est qu'un plâtre durable. Pourtant, si quelque matière obéit à l'idée, c'est bien celle-là. Un palais peut exister d'abord en idée, puis en dessin et plan sur le papier. Des dessins et plans, on passera au moule en creux. On dressera le moule, on coulera la maison par parties. Il n'est point de courbe, de corniche, de moulure qu'on ne puisse tenter par ce moyen. Le fer servira de squelette et permettra d'oser tout. Pourquoi est-on assuré d'avance qu'un tel palais sera laid? J'insiste sur un paradoxe étonnant. On se sent fort ici, quoique sans preuve. Un homme de goût, qui aura passé 30 ans de sa vie à contempler les belles formes de l'architecture, est tout à fait incapable d'inventer une belle forme, qu'il tourne son crayon comme il voudra. Or, il y a des centaines d'églises de villages dont toutes les formes sont belles. Même la tourelle où est logé l'escalier fait ornement, d'où l'on viendrait à copier toujours. Mais voici quelque chose qui est encore plus étonnant. Si l'on copie en ciment armé le plus beau des modèles, la copie sera laide. Vous résistez. Vous dites que je n'en puis rien savoir. Toutefois, les œuvres nous instruisent assez. Le fer forgé est beau, la fonte est laide. Les ornements fondus, qui sont sous l'appui-main de nos fenêtres, sont copiés sur de bons modèles, et tous laids. Il y manque la marque de l'artisan, la marque du travail et de l'invention ensemble. Peut-être faudrait-il dire que le beau est toujours de rencontre, et qu'il est reconnu après qu'il est fait. Même d'un chandelier de cuivre, vous vous détournez. Si vous apercevez seulement la ligne du moule, les petites soufflures, enfin les marques de la reproduction mécanique. On appelle didactique un poème dans lequel il est évident que l'idée existait avant la forme que le poète lui a donnée. Il a fait miracle, pourtant, logeant l'idée dans l'étroite mesure, et la bornant par la rime à point nommé. Mais le vrai poète est celui qui trouve l'idée en forgeant le vers. Il faut que la rime soit raison. Il faut que l'on sente que l'écrivain n'aurait point tourné par là s'il avait écrit en prose, et que la belle rime a apporté avec elle l'image brillante, que rien n'expliquerait, que rien même ne justifierait sans la nécessité de rimer. Miracle toujours sensible à l'oreille du lecteur, miracle renouvelé. La même chose se remarque dans la belle prose, comme je voyais hier en Chateaubriand. Ce que l'on appelle le trait, en Pascal aussi, en Montesquieu aussi, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'idée, mais qui convient à l'idée, qui l'éclaire ou qui l'achève, et de façon que l'on sente qu'il n'aurait pas été trouvé si ce qui précède n'avait été écrit d'abord. C'est l'heureux coup de marteau, qui étonne l'artisan lui-même. Claudel a dit quelque chose sur les cathédrales, qui vaut bien qu'on lise l'annonce faite à Marie, quoique je ne vois rien à comprendre dans ce drame. Son naïf architecte de cathédrale dit bien qu'il ne s'en forme aucune idée d'avance, mais il se met dedans, et il construit comme on construit. C'est la pierre d'attente qui donne l'idée. Comme il est clair que Shakespeare ne préméditait rien que de mettre en scène l'aventure d'Hamlet, vengeur de son père. C'est par les rencontres d'improvisation qu'il est grand. Mais aussi, la matière résistait. Un acteur petit ou grand, gras ou maigre, des fleurets au magasin d'accessoires, un bel escrimeur à montrer, des comiques à employer dans la pièce tragique, un figurant par hasard ivre, une actrice qui chante bien, voilà des pierres de toute forme. Et je vois très bien le dramaturge réel exécutant avec les moyens du bord, comme le peintre peint avec les couleurs qu'il a. Il en résulte une sorte d'effet de nature que rien ne peut remplacer. Au contraire, nos dramaturges ont d'abord une idée et des personnages, d'où ces tragédies en ciment armé.